Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale, édition de ce 8 février 2022. Ici Lydia Jacques. Aujourd'hui à Érable en bref, plusieurs sujets ont attiré notre attention cette semaine. Vous savez que depuis le 7 février dernier, et cela jusqu'au 20 mars, c'est le défi J'arrête, j'y gagne. Oui, 6 semaines pour arrêter de fumer. En étant inscrit à ce défi, vous recevrez entre autres des courriels d'encouragement qui vous aideront à atteindre votre objectif. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de la ligne J'arrête pour les personnes qui ont besoin de parler de cette obsession, habitude ou encore dépendance qui un jour sournoisement est entrée dans leur vie. Cette ligne existe depuis une vingtaine d'années. Donc, Éric Vallée, gestionnaire de la ligne, fera un peu d'historique et aussi les services offerts tout à fait gratuitement. Cette ligne J'arrête vous permettra d'avoir l'aide d'une intervenante pour vous aider à persévérer, à abolir la cigarette dans votre vie si c'est vraiment cela que vous désirez. Alors, vous avez deviné, nous vous avons trouvé une intervenante faisant partie de l'équipe de la ligne J'arrête. Alors, si vous le désirez, elle peut même vous accompagner sur une période d'1 an, question d'atteindre votre objectif, soit celui d'écraser enfin la cigarette, puisque celle-ci prend beaucoup trop de place dans votre vie. Alors, Isabelle, qui sera notre intervenante. Le second sujet sera la ségrégation. Pourquoi ce sujet? Le 17 janvier dernier, c'était la journée Martin Luther King Jr., un pasteur baptiste militant non violent afro-américain faisant partie du mouvement américain des droits civiques. Martin Luther King Jr. est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. Suite à cet anniversaire et aussi le fait qu'en 2022, dans l'actualité internationale, nationale, provinciale et même régionale, je me suis posé cette question, est-ce que la ségrégation existe encore aujourd'hui? Mon invité, Olivier Jackson, enseignant mais également résident de Saint-Albert, qui a répondu à ces interrogations. Je vous confie mes invités qui sauront sûrement attirer votre attention et susciter votre intérêt sur ces différents sujets touchant l'actualité donc de cette semaine à Érable en bref. Bon visionnement. Nous allons vous parler de la fameuse ligne J'arrête. J'arrête de quoi? De fumer. Oui, vous aussi, vous avez vu sûrement l'annonce, le fameux défi à relever à partir du mois de février jusqu'au mois de mars, le défi J'arrête, j'y gagne. Alors, pour pouvoir nous en parler, eh bien, je reçois nul autre que M. Éric Vallée, qui est finalement le gestionnaire de la fameuse ligne J'arrête. Alors, Monsieur Éric Vallée, bonjour. Bonjour, Madame Jacques. Alors, c'est ça. On vous a présenté comme étant un gestionnaire de cette fameuse ligne J'arrête. Est-ce que ça fait longtemps que cette ligne-là existe? Oui, en fait, c'est depuis 2002. On a fêté nos 20 ans le week-end dernier. Donc, le 16 janvier 2002, on créait la Ligue Jarret. Depuis notre création, on a accompagné plus de 400 000 personnes désirant cesser de fumer ou voulant aider quelqu'un à cesser de fumer. Donc, vous avez raison de dire que c'est beaucoup de personnes qu'on a accompagnées au cours des 20 dernières années. Les personnes qui travaillent bon, dans votre milieu, finalement, est-ce que ce sont nécessairement des personnes qui ont déjà fumé et qui ont décidé d'arrêter ou tout simplement on veut aider les gens pour retrouver la santé? Oui, ben, les intervenants qui travaillent dans mon équipe ont tous toute une expérience avec le tabagisme de près ou de loin. Donc, sont à même de pouvoir aider les fumeurs et bien comprendre les besoins qu'ils ont. Oui. Alors, pour bien savoir cette réussite-là, quand même, de 20 ans, vous avez sûrement des statistiques à nous donner, là. Est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui fument davantage? Ben, en fait, notre clientèle, nous, ce qu'on reçoit au niveau de la ligne, notre clientèle la plus élevée, ce sont les femmes de plus de 50 ans qui nous appellent le plus. Et une statistique dont on est très fiers, et en fait, c'est le taux de renoncement au tabac. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que lors de notre création de la ligne en 2002, il y avait 25 de fumeurs au Québec et en 2020, on est passé à 15. Donc, c'est une diminution très bonne de 10 là, qu'on est très fiers, puis qu'on continue d'ailleurs à vouloir abaisser, à aider les fumeurs pour abaisser ce taux de tabagisme-là. Ouais. Dans ce cas-là, à quoi est dû ce succès-là? C'est quoi? C'est le déclic? C'est un certain suivi? Qu'est-ce qui fait qu'on a une belle baisse comme ça? Parce que c'est des bonnes nouvelles tout de même.
Oui, tellement. Puis, je vous dirais, on adopte, en fait, on veut vraiment accompagner les fumeurs dans le temps parce qu'on sait que c'est une dépendance qui est très forte et qui peut prendre plus ou moins de temps là, selon le besoin et selon que le fumeur consomme beaucoup ou non. Mais on offre des appels de suivi, nous, à la ligne. Donc, au premier appel, on va présenter nos services et on va offrir des appels de suivi sur un an pour bien suivre les fumeurs dans leur démarche. Donc, ça doit aider sûrement à la réussite de l'objectif, c'est certain. Juste avant de terminer, parce que 5 minutes, c'est vraiment pas long, comment on fait pour justement, est-ce qu'on appelle à ce service-là? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on a un dossier? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a sûrement des fumeurs qui veulent arrêter ces temps-ci. Oui, tout à fait. Nous, on offre un service gratuit aux résidents du Québec. C'est un service qui est confidentiel. Donc, et on a une ligne 800 qu'on peut être rejoint de partout au Québec, qui est le 1-866-527-7383. On a bien sûr notre site Internet où les fumeurs peuvent avoir beaucoup d'outils pour les aider dans leur démarche au québecsantabac.ca. Et également, on a notre site du SMAP. Donc, le SMAP étant un service de messagerie avec leur cellulaire, là, les fumeurs ont des messages d'encouragement. Donc, ils peuvent s'inscrire au smap.ca également. Le fait d'avoir des défis comme le défi J'arrête, j'y gagne, là, ça, vous conseillez quand même aux gens d'y participer là, pour se motiver aussi. C'est de la motivation à quelque part. Tout à fait, tout à fait. Et ce défi-là s'en vient encore cette année. On est dans la période d'inscription. Les personnes ont jusqu'au 7 février pour s'inscrire et c'est vraiment un bel élan à donner en ce début d'année d'entreprendre ce défi-là. Et nous, on a un rôle vraiment direct avec l'accompagnement parce que quand vous vous inscrivez à travers le site du défi, bien, vous pouvez choisir d'être accompagné par un intervenant de la ligne J'arrête. Puis à ce moment-là, on va vous accompagner, on va vous donner de l'aide pour accomplir votre défi. Et bien, il y a un prix aussi à gagner, 5 000 cette année en bourse. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Puis, mais aussi puis de façon plus significative pour votre santé, pour la santé des gens. Là, parce que c'est sûr que il est prouvé que, ben, en fait, c'est la cause première du cancer du poumon, le tabagisme, et qu'il y a eu aussi 21 000 décès en 2020 du cancer du poumon. Donc, on est conscient que c'est vraiment un plus pour la santé des gens. Donc, on est là vraiment pour vous accompagner là, dans votre démarche. Oui, et parlant d'intervenante, eh bien justement, c'est une personne que vous connaissez qui s'en vient côté entrevue. Parlez-moi un peu d'Isabelle Gagné, intervenante. Présentez-nous-la à votre manière, finalement. Oui, Isabelle travaille à la ligne J'arrête depuis plusieurs années et accompagne justement les fumeurs dans leur démarche. Donc, elle sera à même de bien vous expliquer ce que ça comporte, les appels, son travail, qu'est-ce que les fumeurs peuvent s'attendre quand ils appellent chez nous. Elle va sûrement vous parler des motivations et un peu des freins là, et des facteurs entourant le processus d'arrêt pour nos fumeurs. Merci de nous avoir accordé cette entrevue-là. Alors, go, hein, pour les gens qui fument, ben, je pense on y a pensé aux résolutions du nouvel an, hein, mais là, c'est peut-être le temps d'agir, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Jean, pour votre Merci. invitation. Alors, je m'entretiens avec M. Éric Vallée, donc gestionnaire de la ligne J'arrête. La voici, Isabelle Gagné, donc intervenante de la ligne J'arrête. Alors, Isabelle, j'ai hâte d'entamer tout de suite le sujet parce qu'on a peu de temps et je sais que vous êtes intervenante. Il y a plein de gens qui ont décidé de prendre leur résolution du 1er janvier. Moi, cette année, j'arrête de fumer. On pense au défi santé, j'y gagne. Et puis là, on a une intervenante avec nous qui va peut-être faire un suivi d'un an. Est-ce que je me trompe? Le suivi d'un an, c'est possible avec vous, Isabelle? Tout à fait possible. En fait, un suivi ponctuel est possible, mais on fait aussi un suivi sur le court, moyen, long terme. Donc, si la personne qui décide de nous téléphoner ou qui est référée vers nos services veut du soutien pendant un an, bien, on va la soutenir pendant ces un an-là, tant et aussi longtemps que c'est nécessaire. Donc, ça peut aller au-delà d'un an s'il y a des besoins. Sinon, on va aussi là, y aller vraiment en fonction de au jour le jour. Donc, lorsque la personne reçoit un appel, on va la questionner à savoir si elle désire là, un suivi, par exemple, la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois.
Alors, on s'adapte vraiment selon les besoins de la personne. Bon, je ne fume pas, mais supposons que je vous appelle, OK? Je suis une grande fumeuse. Bon, je fume depuis 15 ans, etc. Et qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Est-ce que ça fait longtemps que vous fumez? Parce que je suis certaine que les méthodes sont pas les mêmes si quelqu'un a fumé toute sa vie, puis une autre, bon, c'est seulement que depuis un an, par exemple. Il y a des différences, c'est du cas par cas, hein? Exactement, c'est du cas par cas. Les questions qui risquent de vous être posées si vous nous appelez, mais en fait, elles vont vous être posées que vous soyez fumeur depuis un an ou depuis 15 ans. Alors, si c'est un premier appel avec nous, on va essayer de voir un petit peu où vous en êtes dans votre consommation au moment présent. Comment ça se passe pour vous une journée typique avec la cigarette? Les questions qu'on pose visent à mieux comprendre là, la réalité de la personne. Donc, on va vraiment essayer de voir là, c'est quoi la relation que la personne elle entretient avec la cigarette. OK, donc ça peut aller à poser la question, à quel moment exact vous décidez de vous allumer une cigarette, là? Pourquoi on fume? Est-ce que c'est pas mal ça ou ça va plus loin encore? On va parler des habitudes tabagiques. Par exemple, ça prend combien de temps le matin avant que la personne allume sa première cigarette? On va regarder aussi c'est quoi les habitudes tabagiques dans la journée après le matin, par exemple. Est-ce que les habitudes sont plus reliées, par exemple, après les repas, en soirée? À quoi répond le besoin d'aller vers la cigarette pour la personne? Donc, c'est plus vers ça qu'on va aller pour un premier appel. OK, donc c'est les habitudes. Donc les personnes qui ont l'habitude d'aller fumer à la pause dehors, ben ça, c'est une habitude aussi. Donc on identifie, est-ce qu'on peut dire identifier un problème? Parce que c'est un problème, fumer? Euh, Hein? c'est une bonne Une question à savoir. dépendance? Peut-être une dépendance. On parlerait plus de dépendance. Même tantôt, on parlait d'habitude. C'est un Mm. mot qu'on essaie de pas trop utiliser parce qu'en fait, euh, c'est pas nécessairement une habitude qui est créée volontairement par la personne. C'est sûr que quand on a commencé à fumer, peut-être que le geste était volontaire. Par contre, avec les années, quand on pense à une personne qui a fumé pendant 20-25 ans dans sa vie, c'est bien possible que la dépendance soit bien installée. Donc, on va plus parler de dépendance dans un contexte comme ça. Comment ça se passe, être en intervention avec vous, Isabelle? Ça me fait penser à la motivation d'une personne à cesser de fumer. La motivation, c'est fluctuant, c'est quelque chose qui vraiment évolue avec le temps. Donc, ça peut être intéressant de regarder comment on peut, euh, disons, maximiser nos motivations, comment on peut faire en sorte de garder le cap sur notre objectif. Et en étant accompagné, c'est plus facile. Je dirais que le découragement, ça peut survenir, ça va survenir. Par contre, il y a des outils qu'on peut utiliser là, pour bien se sentir, disons, sur les rails de notre démarche. Oui, je sais que les coachs de vie, exemple, disent toujours, l'important, c'est de mettre quand même une durée, tu sais, un temps. Peut-être se dire mentalement, bon, dans un an, je vais vraiment avoir arrêté de fumer. Est-ce que la pensée, c'est une pensée à faire? Est-ce que c'est sûrement bon de mettre une date ou un temps d'arrêt pour dire ça, cette étape-là, je la finis là, là, pour pas que ça traîne non plus toute sa vie, hein? Mhm. Euh, c'est intéressant ce que vous nommez. La préparation, c'est quelque chose sur lequel on va travailler quand on est en appel avec les gens. Vaut mieux être mieux préparé ou préparé tout court pour faire face à toute éventualité ou à des éventualités qu'on a identifiées par rapport à nos tentatives d'arrêt passées. Oui. Souvent, ce qui va amener une personne à douter d'elle dans sa démarche ou à se sentir moins motivée, ça va être des situations de vie plus compliquées. On a un bel exemple en ce moment. On vit une pandémie mondiale. Ça peut entraver la démarche d'une personne. Ça peut nous amener à vivre de l'anxiété. Donc, à ce moment-là, bien, on peut regarder c'est quoi les outils qui sont à ma portée pour quand même rester là, focus sur mon cheminement. Alors, juste pour conclure, là, est-ce que vous avez passé toutes les recommandations que vous vouliez nous faire ou tous les messages que vous vouliez passer dans cette entrevue, Isabelle? Sinon, c'est le temps de le faire. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent survenir quand on fait une démarche d'arrêt tabagique. Il y a certaines craintes, certains doutes qui peuvent aussi là, survenir
Ça peut être en raison des expériences passées qu'on a vécues. Ça s'est moins bien déroulé quand on a fait un arrêt tabagique. On a repris la consommation. Donc, à ce moment-là, ça peut faire en sorte qu'on doute de nos capacités à atteindre nos objectifs. Il y a une question de perspective qui entre dans ce contexte-là. Puis, quand on explore avec la personne au téléphone les objectifs que la personne s'est fixés, puis qui ont été atteints, que ce soit par rapport à des défis personnels, professionnels, mais on se rend compte que souvent, les gens qui nous appellent, c'est des gens déterminés, qui ont des buts, qui sont qui ont des caractéristiques personnelles qui peuvent les aider à atteindre leur objectif. Donc, quand on sort du cadre de l'arrêt tabagique, on se rend compte que les personnes ont plusieurs forces et ces forces-là, c'est possible de les utiliser dans la démarche, puis on peut voir ensemble comment y arriver. Alors, quand on pense aux principales motivations des gens qui nous appellent, on peut penser à la santé, à l'argent, à la famille, l'environnement, même une question de cohérence avec nos valeurs profondes. Alors, les raisons sont variées. Quand les personnes nous téléphonent, vraiment, les motivations sont vraiment différentes en fonction de chaque personne. Puis, souvent, nos appelants ont identifié certains de leurs motifs pour entamer une démarche de réflexion au sujet de leur consommation de tabac. Et comme on disait tantôt, la motivation, elle peut fluctuer. Alors, on parlait aussi de situations compliquées là, comme la pandémie. Mais en ce moment, l'anxiété est présente, la solitude est présente. Donc, ça peut définitivement avoir un impact sur une démarche d'arrêt tabagique. Ce qui est intéressant dans notre offre de service, c'est qu'on est tout de même ouvert pendant la pandémie. Le service s'effectue par téléphone. Donc, c'est un moyen qui est sécuritaire pour bénéficier du soutien, de l'information aussi. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est la ligne J'arrête. Donc, avez-vous un numéro de téléphone? Juste en terminant, ça me semble que ça ferait une très belle conclusion, Isabelle. Les gens peuvent nous rejoindre du lundi au jeudi de 8h à 21h, le vendredi de 8h à 20h. Puis le numéro pour nous rejoindre, c'est le 1-866-527-7383. Merci beaucoup, Isabelle, et je vous souhaite une très bonne journée sans fumer. Merci, je vous souhaite une belle journée à vous aussi. Je vais vous rappeler un certain anniversaire, l'anniversaire de Martin Luther King Jr. Day. Vous savez, la journée où c'est un jour férié quand on vit, du moins du côté des États-Unis. Alors, ça se passait le 17 janvier dernier. Et là, je me suis dit, parce que tout événement qui est international, on peut le ramener également à chez nous. Et là, j'ai un invité. Alors, il s'appelle Olivier Jackson. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, Olivier, moi, j'aimerais ça, quand on parle d'une fête, d'un congé férié, Oui. quand on parle aussi du lendemain de Martin Luther King, la journée où on a voulu reconnaître le mouvement américain des droits civiques, reconnaître la paix, parce qu'on sait que Martin Luther King ne voulait plus de pauvreté non plus. Alors, il a été assassiné aussi, hein, si je fais une petite histoire rapide, le 4 avril 1968 également. Alors, quand vous entendez aux nouvelles, c'est la journée de Martin Luther King, qu'est-ce qui vous vient d'abord dans votre tête? Mais en fait, ce qui me vient dans ma tête, c'est que grâce à lui, il y a beaucoup de choses qui ont pu évoluer. Il y a une certaine époque, à mes souvenirs, la salle de bain, on n'était pas, les Noirs étaient divisés avec les Blancs. Si on allait dans l'autobus, nous devions être assis en arrière complètement, puis il y avait une chaîne qui séparait ceux qui avaient la couleur blanche et ceux qui avaient la couleur noire. Et lorsque je pense à Martin Luther King, je pense à tous les efforts et à tous les sacrifices qu'il a dû faire pour qu'on puisse, la communauté noire, en fait, pour qu'on puisse, vivre en société tout en étant en sécurité. Oui, et abolir la ségrégation aussi entre les êtres humains. Il ne faut pas oublier que ça me fait penser, moi je t'en ai parlé aussi, Olivier, j'ai lu le livre de Rosa Parks, quand on parle de les Noirs, il fallait que ça soit absolument en arrière de l'autobus. Eh bien, cette femme-là, qui s'appelle Rosa Parks, a refusé de donner sa place à un Blanc, et c'est là qu'est né le mouvement américain des droits civiques, militants de la paix et contre la pauvreté, donc le mouvement dont faisait partie également Martin Luther King. Olivier, vous êtes né au Québec. Non, je suis né en Haïti. Voilà, c'est ça, on va parler de vous. Alors, vous êtes né en Haïti, ensuite, aujourd'hui, vous vivez au Québec,
Et avec vos parents, racontez-moi un peu votre histoire. Et en fait, je suis né, moi, en 1991. Et en 1991, en Haïti, plus principalement à Port-au-Prince, c'était la guerre. Et ma mère biologique n'était pas en mesure d'assurer ma sécurité et la sienne. Alors, elle m'a mis en adoption. Et c'est à ce moment que j'ai été adopté par des personnes blanches. Et qu'aujourd'hui, c'est mes parents et je suis très, très fier d'être leur fils. Comment l'adaptation s'est faite au Québec où, à un moment donné, tu as dû remarquer que tes parents étaient blancs et toi, tu avais une autre couleur? Comment tu as vécu ça ou comment tu t'en es rendu compte finalement? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Oui, je m'en suis rendu compte, mais ça n'a pas été un élément, comment dire, un élément perturbateur pour moi. Mes parents ne m'ont jamais caché d'où est-ce que je venais. Ma famille, mes parents sont blancs, mes grands-parents des deux côtés sont blancs, ma famille au complet est blanche. Je n'ai jamais senti un sentiment de où est ma mère biologique, où est mon père biologique, pas du tout. Puis mes parents ont toujours été ouverts à tout moment pour répondre à mes questions. Il n'y avait pas de secret dans la famille. Mhm. Et parle-moi un peu de ta vie, parce qu'à un moment donné, on se rend à l'école, Oui. parce que je veux savoir si tu as vécu la même chose qu'un étudiant blanc ou étudiante blanche. Là. Oui. Oui? Oui, en fait, à l'école où est-ce que j'allais, j'étais le seul noir de l'école. Et je n'ai jamais vécu de racisme, à part, c'est sûr qu'à l'occasion, peut-être des petits blagues se faisaient, mais en même temps, c'est des enfants. C'est pas plus pire qu'un noir qui se fait écœurer, malheureusement, là. Pas plus pire qu'une autre personne à l'époque, pas à l'époque. En fait, des enfants, ça peut être méchant, mais ça n'a pas de conscience. Mais je n'ai pas senti de racisme à l'école. Au hockey, ça a été un petit peu plus différent. Je veux dire, j'ai joué au hockey élite pendant des années et parfois sans dire intimider, mais pour déranger un adversaire, on peut être sournois. Puis j'ai toujours répondu de la meilleure façon possible. Mais quand même, est-ce que ça te faisait quelque chose, là, quand même? Tu te disais, ben voyons. Oui, c'est sûr que ça me faisait quelque chose parce que je ne trouvais pas ça normal qu'on puisse m'attaquer sur ma couleur de peau, tout ça à cause que j'avais fait 1 ou 2 buts. Je n'ai jamais compris ça, puis c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Jusqu'à tout récemment, j'ai vu un article, je crois que c'est un des frères à Piquet-Souban qui s'est fait, qui a un adversaire qui a imité un singe pour démontrer sa couleur de peau. Donc, puis ça, c'est pas quelque chose qui date d'il y a 5 ans. Là. J'ai vu l'article il y a peut-être 2 jours. Donc, c'est des choses qui existent encore dans les grandes ligues. Ça existe dans la vie de tous les jours, malheureusement. Puis, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Oui. Puis aussi, il faut dire, bon, après ça, juste te trouver un travail, par exemple, là, dont Oui. Olivier a grandi. Est-ce que se trouver un travail au Québec, pour toi, est-ce que ça a été plus difficile ou comme les autres? Pas du tout. Je n'ai pas ressenti aucune injustice. J'ai trouvé un travail très facilement, puis je l'ai gardé longtemps. Mhm. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Moi, je suis un enseignant en adaptation scolaire. Voilà. Et puis, et de plus en plus, il y a des étudiants aussi qui te ressemblent également, Olivier. Oui. Et donc, on peut dire qu'au Québec, c'est une terre accueillante pour nos immigrants, là, si on va jusque-là. Oui, en fait, j'ai de la difficulté un peu à me mettre à leur place, étant donné que, je ne sais pas comment dire ça, oui, j'ai été adopté, mais je ne suis pas arrivé avec ma famille d'origine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il doit y avoir une différence entre arriver au Québec avec sa famille et être adopté par des personnes blanches à 6 mois. Je pense qu'il y a une différence. Je pense qu'il y a une différence. Donc, en guise de conclusion, même quand tu entends, je ne sais pas, on voit dans les programmes de télévision où on dit, des rôles de comédiens, par exemple, quand on incarne une personne noire, il faudrait que le personnage soit noir. C'est compréhensible aussi, là.
Oui, c'est très compréhensible. Il y a eu une certaine époque, il y avait le blackface, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de couleur à la télévision? Je crois qu'il n'y en aura jamais assez. Mais c'est sûr que, bien évidemment, s'il y a un rôle de personnes de couleur à avoir, je crois, et je pense que ce serait normal qu'on fasse appel à une personne de couleur et non à une autre personne. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Olivier. Et peut-être un message à lancer, même en tant que prof, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que vous voulez dire, un message? Dans le sens que quand on fait quand même des journées commémoratives, comme la journée Martin Luther King, est-ce que ces journées-là ont quand même une raison d'être aussi, là? Oui, ils ont une raison d'être, mais je crois que ce qui peut être triste d'un certain côté, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des signes de frustration. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'à la télévision, ils sortent des annonces disant qu'exemple, une personne noire qui court à l'extérieur ne fait que son jogging. Je trouve qu'on est rendu loin. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Donc, la publicité qui tourne actuellement pour déterminer les familles d'aujourd'hui au Québec, ça vous plaît là, de voir ça? Là? Voici les différentes familles. Ça me plaît, mais en même temps, je trouve ça quand même spécial que nous en soyons rendus là. Je veux dire qu'une personne des personnes de couleur qui marchent à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'ils vont voler quoi que ce soit. Ils marchent à l'extérieur. Mais est-ce que si nous en sommes rendus au point de sortir des annonces de la sorte pour sensibiliser les gens, tant mieux, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Oui, hein? Alors, donc, dans le meilleur des mondes, pour être constructif, le chemin à faire serait quoi dans ta pensée? Le meilleur des mondes, c'est tout simplement d'arrêter on dit des personnes de couleur, on dit des personnes blanches. Je pense que nous sommes simplement des personnes. Peu importe la couleur, nous avons les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs pour certaines personnes. Nous faisons la même chose dans la vie qui est de vivre et d'être heureux. Et je crois qu'on ne devrait pas séparer qui que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, peu importe. Voilà. Bon. Finalement, appelons-nous tous et chacun par notre prénom. Hein? On en a eu un à la naissance. Hein? Voilà. Merci beaucoup, Olivier Jackson. On se dit à la prochaine. Là, tu t'en vas t'occuper de tes enfants. Hein? Deux magnifiques. Puis j'ai envie de dire, en tout cas, un couple comme vous, ça fait des beaux enfants. Hein? Merci, c'est très gentil. Merci, au revoir. Alors, c'était Olivier Jackson, donc, qui s'est prononcé sur sa vie au Québec. Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez une bonne semaine. Et si vous voulez revoir nos émissions, elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Merci d'encourager votre TVCE pour vos nouvelles locales et régionales surtout. Toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine.